Ma femme vient de décéder. Mon père m'a dit d'épouser une autre femme, comme il l'a fait, ce qui a déclenché une guerre entre nous. Jamaïca 26 ans et j'ai perdu ma femme Annie il y a plus d'un an, alors que nos deux enfants avaient seulement 18 mois et 4 ans. Elle n'avait que 25 ans. Annie et moi avions deux enfants qui avaient à peine 18 mois et 4 ans à l'époque, presque le même âge que j'avais quand j'ai perdu ma mère. La similitude était effrayante et m'a obligé à affronter le cycle complet que ma vie avait pris. J'avais seulement 5 ans quand ma mère est décédée. C'est l'un de ces souvenirs qui n'est pas seulement un moment, c'est comme une ombre qui s'est étendue tout au long de mon enfance. En grandissant, tout semblait un peu plus gris, un peu plus terne sans elle. La maison était plus calme et mon père était toujours occupé à essayer de combler le vide que son absence avait laissé dans chaque coin de notre vie. Il a fait de son mieux, mais on pouvait voir qu'il était aussi perdu dans le chagrin que moi, bien qu'il essayât de le cacher derrière de longues heures de travail et des sourires forcés au dîner. Je me souviens aussi de m'être senti perpétuellement confus. Pourquoi ma mère, pourquoi notre famille ? Les amis parlaient de leur mère, de leurs plans pour la fête des mères, et c'était comme vivre dans un monde où tout le monde avait quelque chose de précieux que j'avais perdu. Les anniversaires et les jours fériés étaient les plus difficiles. Mon père essayait, il essayait vraiment, mais il y a un type particulier de vide qui vient du manque d'une personne qui était censée être là pour ces moments. À mesure que je grandissais, cette confusion s'est transformée en une peur profonde de la perte, m'accrochant trop aux relations ou m'en éloignant complètement pour éviter la douleur potentielle. Ce n'est que bien plus tard, dans mes propres relations d'adulte, que j'ai commencé à comprendre la profondeur de ma peur. La thérapie a aidé, parler d'elle, des souvenirs et de la douleur a rendu cela plus supportable. Perdre ma mère si jeune a fondamentalement façonné qui je suis. Cela m'a rendu plus empathique à la douleur des autres, plus conscient de la fragilité de la vie. À cette époque, le monde semblait soudainement plus grand et plus intimidant sans ma mère, bien que j'étais trop jeune pour comprendre toutes les façons dont son décès m'impactait. Je ressentais son absence dans chaque partie de ma vie quotidienne. Il y avait un vide à la maison, un silence qui ne concernait pas seulement l'absence de sa voix, mais la couche d'amour et de sécurité qu'elle représentait. Annie avait toujours ce souvenir vif de son père, de la façon dont il la soulevait bien au-dessus de sa tête et lui faisait sentir qu'elle pouvait toucher les nuages. Elle avait seulement 6 ans quand elle l'a perdu, emportée par une maladie soudaine à laquelle aucun de nous n'était préparé à faire face. Cette perte a creusé un vide profond dans sa vie, un vide qui l'a façonné de manière dont elle parlait parfois seulement. Elle a grandi déterminée à être le pilier que son père n'avait pas pu être pour elle, à construire une forteresse d'amour pour nos enfants que rien ne pourrait pénétrer, pas même la mort. Mais la vie, comme souvent, avait d'autres plans. C'était un matin frais d'automne, comme les autres, sauf qu'Annie ne se sentait pas bien. Au début, nous avons pensé que c'était juste un petit virus, mais il s'est avéré être quelque chose de bien plus sérieux. En quelques mois, nous faisions face à une réalité qui reflétait ses peurs les plus profondes. Annie a été diagnostiquée avec une maladie terminale, du genre qui s'infiltre silencieusement mais rapidement prend le dessus. Dans ces derniers mois, la détermination d'Annie à créer des souvenirs durables avec nos enfants est devenue tout. Chaque jour, malgré sa force déclinante, elle passait du temps avec eux, lisant des histoires, jouant à des jeux ou simplement les tenant dans ses bras, imprimant sa présence dans leur vie de manière qu'elle espérait indélébile. Elle me parlait souvent tard le soir, sa voix un mélange de détermination et de désespoir, de son besoin de laisser un héritage d'amour pour eux, d'être là dans leur cœur et leur esprit, même quand elle ne pourrait plus être présente. Elle voulait désespérément briser le cycle de la perte qui avait assombri son enfance, donner à nos enfants la base stable et aimante qu'elle avait perdue si tôt. Sa plus grande peur était de répéter l'histoire, de laisser nos enfants avec les mêmes souvenirs creux et les questions sans réponse avec lesquelles elle avait lutté. En la regardant avec nos enfants, j'ai vu les efforts qu'elle faisait pour imprimer son amour dans leur jeune vie. Elle enregistrait des vidéos pour eux, laissait de petites notes dans des endroits inattendus et créait des traditions qui pourraient se perpétuer en son absence. Sa créativité pour tisser ces fils de connexion était à la fois inspirante et déchirante. Quand elle est décédée, la perte a été monumentale, faisant écho au vide de son propre enfance, mais aussi remplie de la richesse de l'amour qu'elle avait versé dans chaque moment avec eux. Annie avait toujours une vision claire de ses propres funérailles, aussi étrange que cela puisse paraître. C'était quelque chose dont nous parlions occasionnellement, ces étranges discussions sombres qui surgissent de manière inattendue et restent entre un couple. Elle voulait que ce soit plus une célébration de sa vie qu'un deuil de sa mort. Ne fais pas en sorte que ce soit tout sombre et triste, disait-elle, à moitié en plaisantant mais sérieuse quant à l'essence de ses souhaits. On fait en sorte que ce soit un jour où tout le monde puisse se souvenir des moments heureux, avec beaucoup de fleurs et peut-être même quelques feux d'artifice. Quand c'est arrivé, j'ai été plongé dans un profond chagrin difficile à naviguer, rempli de la douleur de la perte, mais aussi du devoir d'honorer ses derniers souhaits.
Le jour de ses funérailles est arrivé par une matinée claire et ensoleillée, ce qui semblait presque offensant dans le contexte de notre perte, mais approprié pour le type d'adieu qu'elle avait imaginé. Le service a eu lieu dans notre église locale, un lieu qu'elle avait choisi non seulement pour sa signification spirituelle, mais aussi pour ses magnifiques vitraux et la façon dont la lumière du soleil dansait à travers eux le matin. C'était là, sous les couleurs vives projetées par la lumière du matin, que les amis et la famille se sont réunis, non pas en noir, mais en couleurs vives, comme elle l'avait demandé. Les fleurs ornaient toutes les surfaces, des fleurs sauvages, ses préférées, dans des tons vibrants de bleu, jaune et rouge, créant une tapisserie de couleurs qui a transformé l'espace normalement sombre en un lieu rempli de souvenirs et d'amour. L'air était rempli de sa musique préférée, un mélange de rock classique et de chansons folk, des mélodies qui avaient été la bande sonore de notre vie ensemble. Chaque mélodie évoquait des souvenirs, apportant des sourires même à travers les larmes. Après le service, nous nous sommes déplacés vers un parc voisin, un autre lieu qu'Annie aimait. C'est là que l'atmosphère s'est allégée, alors que les gens partageaient leurs histoires sur Annie, ses particularités, son rire, son énergie débordante. On avait l'impression qu'elle était avec nous, dans les rires et les souvenirs partagés. À mesure que le soleil commençait à se coucher, nous nous sommes préparés pour l'acte final de la journée, les feux d'artifice. C'était un choix peu conventionnel, mais c'était exactement ce qu'elle voulait. Quand la première fusée a fusé dans le ciel, explosant en une cascade de couleurs, j'ai senti une libération, un adieu à une partie de la douleur et une célébration d'un esprit trop vibrant pour vraiment disparaître. Chaque explosion de lumière était un rappel de sa vie vibrante, une finale percutante qu'elle aurait adorée. Maintenant, en regardant nos enfants grandir, je vois l'influence d'Annie dans leur résilience, dans leur rire et même dans leurs larmes. Ils parlent souvent d'elle, se rappelant des moments que je ne réalisais même pas qu'ils se souvenaient. Il est clair que, bien que la mort ait emporté Annie trop tôt, ses efforts pour être une force aimante et présente dans leur vie n'ont pas été vains. Elle vit à travers eux, à travers les histoires que nous partageons et l'amour que nous maintenons vivant. En tant que père, mon rôle a évolué non seulement pour les nourrir, mais aussi pour préserver l'essence de ce qu'Annie voulait pour eux, un sentiment de sécurité, d'amour et la connaissance qu'ils étaient et seront toujours aimés, indépendamment de ce que la vie nous réserve. Maintenant, en regardant mes propres enfants, je vois la même confusion et la même perte reflétée dans leurs yeux. Ils cherchent Annie dans des moments simples, quand ils réussissent quelque chose de petit, comme lasser leurs chaussures, ou quand ils ont besoin de réconfort après un cauchemar. Je connais ces sentiments, je les ai vécus. C'est un rappel de combien une enfant ressent profondément l'absence d'un parent, souvent de manière qu'elle ne peut pas complètement exprimer. Cette expérience partagée a approfondi mon empathie et ma compréhension des émotions de mes enfants. Je me trouve souvent à naviguer dans leur chagrin tout en gérant le mien, essayant d'être le rocher sur lequel ils peuvent s'appuyer. Il ne s'agit pas seulement de pourvoir matériellement à leurs besoins, mais de s'assurer qu'ils se sentent en sécurité et aimés, qu'ils aient l'espace pour manquer leur mère sans se sentir obligés de cacher leur douleur. Leur parcours à travers la perte a également remodelé mon approche de la parentalité. Je suis plus patient, plus attentif aux parties inexprimées de leur tristesse et plus proactif pour aborder notre santé émotionnelle en tant que famille. Nous parlons souvent d'Annie, gardant sa mémoire vivante, non pas comme une ombre qui plane au-dessus de nous, mais comme une lumière qui continue de nous guider. Je m'efforce d'être présent d'une manière que j'ai senti que mon père avait du mal à être après la mort de ma mère. En voyant mes enfants faire face à leur perte, je comprends le long chemin qui les attend. Je connais les défis qu'ils affronteront en grandissant sans leur mère, mais je vois aussi leur résilience et cela me donne de l'espoir. Cela me rappelle que, bien que la douleur de la perte ne disparaisse jamais complètement, elle peut être tissée dans le tissu de nos vies, nous rendant plus forts et plus connectés les uns aux autres. Je me suis promis d'être là pour eux, de les aider à naviguer dans ce voyage et de m'assurer qu'ils ne doutent jamais qu'ils sont aimés, tant par leur mère, dont l'amour continue au-delà de son absence, que par moi, qui suis avec eux à chaque étape du chemin. Après que ma mère soit décédée, la maison semblait suspendue dans le temps, avec des traces de sa vie cachées dans chaque coin. Ses vêtements étaient encore accrochés dans le placard, ses livres restaient sur les étagères et l'air portait un léger parfum de son parfum. Cette tranquillité, ce monde préservé d'elle, a été brusquement interrompu quand mon père a annoncé qu'il se remarierait. Il n'y avait pas encore un an que nous l'avions perdu, et la nouvelle est tombée sur moi comme une vague froide. Hélène a emménagé peu de temps après leur mariage. Elle a apporté avec elle des boîtes remplies de nouveaux objets, de nouvelles routines et une nouvelle présence qui semblait inonder les espaces que ma mère avait habités. Ces tentatives de réorganiser la maison, de réarranger le salon à remplacer les rideaux que ma mère avait choisis, semblaient moins être de simples changements et plus des effacements de la vie que nous avions vécue. Hélène était gentille, ou du moins elle essayait de l'être. Elle cuisinait des repas qu'elle pensait que j'apprécierais et faisait de petites conversations, essayant de combler le fossé entre nous.
Cependant, ses efforts semblaient forcés, chaque geste gentil, peu importe à quel point il était bien intentionné, semblait être une intrusion, comme si elle essayait de s'intégrer dans le portrait d'une famille où elle n'appartenait pas complètement. Je résistais, non par rancune envers elle en tant que personne, mais par une profonde loyauté envers le souvenir de ma mère et la douleur d'un enfant qui s'accrochait obstinément au passé. La situation à la maison est devenue tendue. Mes réactions au changement d'Hélène allaient du retrait silencieux à la désobéissance franche. Je remettais les choses à leur place d'origine, j'insistais pour utiliser les mêmes vieilles assiettes au lieu des nouvelles qu'Hélène avait apportées et j'évitais de passer du temps dans les espaces nouvellement décorés. La familiarité de mon ancienne vie me manquait, le confort de savoir que chaque coin contenait un morceau de ma mère. Mon père, pris entre sa tentative d'avancer et ma résistance, était souvent frustré. Les disputes sont devenues plus fréquentes. Il m'accusait d'être déraisonnable, de ne pas donner une chance équitable à Hélène. Je voyais les choses différemment, j'avais l'impression qu'il effaçait l'héritage de ma mère, me poussant à oublier plutôt qu'à me souvenir. Une nuit particulièrement chaude, mon père a explosé après m'avoir trouvé en train de réorganiser le salon dans son état d'origine. « Nous ne pouvons pas vivre dans un musée », a-t-il crié. « Nous devons avancer. Tout doit avancer. » Mais comment pouvais-je avancer ? L'ombre de ma mère était dans chaque rire qui avait résonné dans ses pièces, dans chaque pas que je faisais autour des meubles qu'elle avait soigneusement choisis, dans chaque parfum qui persistait. La maison semblait de plus en plus être un champ de bataille, où chaque altération de son état ancien ressemblait à une perte, un rappel de la rapidité et de la cruauté avec laquelle la vie pouvait changer. Hélène, prise au milieu, a progressivement cessé d'essayer autant de gagner ma sympathie, se retirant plutôt dans toute la paix qu'elle pouvait trouver avec mon père. Pendant ces mois initiaux après qu'Hélène ait emménagé, l'atmosphère dans notre maison est devenue de plus en plus tendue. Je faisais encore face à la perte de ma mère, trouvant souvent du réconfort dans de vieilles photos et des souvenirs qui gardaient sa mémoire vivante. Ma vulnérabilité et mes fréquentes crises de larmes étaient un rappel constant de la douleur brute qui persistait dans notre maison. C'est à cette époque que l'attitude de mon père envers moi a radicalement changé. Les rares fois où je montrais de la vulnérabilité ou pleurais pour ma mère, il réagissait non pas avec du réconfort, mais avec de la frustration. Il criait, me disant de grandir et d'arrêter de pleurer. Il était clair qu'il faisait aussi face à sa propre douleur, mais son approche me laissait me sentir abandonné dans mon chagrin. Une nuit, après m'avoir trouvé en train de pleurer dans ma chambre avec une photo de ma mère, il a crié, « Bassé, tu dois grandir et arrêter de pleurer tout le temps. La vie doit continuer. » Ces mots, destinés à me pousser vers la résilience, semblaient plus être un rejet de ma douleur. Je les regardais, le cœur lourd. « Elle me manque, papa », ai-je réussi à chuchoter. « Pourquoi ne peux-tu pas me laisser la manquer ?» Ces prochains mots furent comme une gifle froide. « Je suis plus heureux maintenant et tu devrais l'être aussi. J'aime Hélène plus que j'aimais ta mère. » Il l'a dit avec une certitude dure qui semblait sceller le fossé croissant entre nous. La pièce est tombée dans un silence, sauf pour les sanglots doux que je ne pouvais contenir. Ces mots, durs et bruts, ont coupé profondément, me blessant plus que les larmes que j'avais versées pour ma mère. Au fil des ans, la distance émotionnelle a grandi. Papa était de plus en plus absent, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Mes cris pour obtenir de l'attention, l'affection qui me manquait désespérément, restaient sans réponse. Ses priorités avaient changé et je me sentais relégué, un rappel indésirable d'un passé qu'il voulait oublier. Hélène, malgré tous ses efforts, n'a jamais réussi à combler le fossé entre papa et moi. Cela ressemblait à une trahison, non seulement de la mémoire de ma mère, mais aussi du lien père-fils que nous aurions dû avoir. Me sentant abandonné et incompris, je me suis retiré en moi-même. La solitude à la maison m'a poussé à chercher du réconfort ailleurs, dans les livres, dans les activités scolaires, partout où je pouvais trouver une semblance de soins et d'attention qui manquait à la maison. Mais l'impact de ces années formatrices a persisté. J'ai développé une méfiance profonde envers les relations, craignant d'être encore abandonné, d'aimer quelqu'un qui pourrait un jour décider que je ne valais pas la peine qu'on reste. En tant qu'adulte, en regardant en arrière, je peux voir que papa faisait face à sa douleur à sa manière, bien que défectueuse. Mais comprendre sa douleur ne soulage guère le ressentiment et la douleur d'un enfant qui se sentait abandonné. Maintenant, confronté à mes propres défis en tant que veuf, je suis déterminé à être le père dont mes enfants ont besoin, présent, compréhensif et aimant inconditionnellement, peu importe ce que la vie nous réserve. Mais après qu'Annie soit morte, mon père s'est approché pour me dire qu'il espérait que je le comprendrais mieux et que je lui pardonnerais pour tout. Je n'ai pas répondu à l'époque parce que j'étais dans le chagrin le plus immédiat du deuil. Aujourd'hui, c'est encore douloureux, mais je suis en thérapie pour essayer de trouver la paix dans ma vie. Il s'est approché de moi quelques fois de plus et s'est excusé pour son message initial. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours à sa demande.
Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille, un lieu neutre qui semblait adapté à ce qui était déjà une conversation tendue attendant de se dérouler. Alors que je m'asseyais en face de lui, portant encore mon alliance, un symbole clair de ma douleur continue, il n'a pas fallu longtemps pour que la conversation dévie vers un territoire inconfortable. Il a remarqué l'alliance presque immédiatement et l'a prise comme un signal pour exprimer ses pensées sur l'idée de tourner la page. « Tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé », a-t-il dit. « Et il est temps de penser à ton avenir, peut-être commencer à rencontrer de nouvelles personnes. » J'ai serré la mâchoire, sentant l'ancienne frustration refaire surface. Je lui ai demandé de laisser tomber le sujet, mais il a insisté, pensant peut-être que me pousser était pour mon propre bien. C'est alors qu'il a mentionné son propre passé, son remariage rapide après la mort de ma mère. Il a expliqué, pas pour la première fois, mais certainement de la manière la plus explicite, comment sa nouvelle épouse lui avait apporté du bonheur, quelque chose qu'il pensait impossible après maman. « Oh, j'avais besoin de ça et je pense que toi aussi », a-t-il dit avec sincérité. « Je pensais que tu comprendrais maintenant, surtout avec les enfants qui ont besoin d'une figure maternelle. » Ces mots ont fait mal profondément. Pas seulement pour la suggestion de remplacer Annie, mais pour l'implication que ma douleur était en quelque sorte une indulgence égoïste, quelque chose que je devais surmonter pour le bien des enfants. Il est allé plus loin, disant qu'il espérait qu'éventuellement je verrais les avantages de ses choix, que je cesserais de m'accrocher à mon ressentiment et que je réaliserais qu'accepter quelqu'un de nouveau n'était pas une trahison envers ma défunte épouse. J'ai répondu fermement que ça ne fonctionne pas comme ça. Le deuil n'est pas quelque chose que tu peux éteindre pour faire de la place à quelqu'un d'autre, et cela ne fonctionne certainement pas selon un calendrier pratique. Je pouvais voir la frustration sur son visage, reflétant la colère sur le mien. « Tu penses que je te déteste parce que tu es heureux avec elle ? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la façon dont tu as géré tout ça quand maman est morte, comment tu as écarté sa mémoire comme si c'était la seule façon d'être heureux à nouveau. » Il était surpris par ma franchise, peut-être n'avait-il pas réalisé à quel point ses actions m'avaient blessé profondément, ou peut-être n'avait-il jamais considéré que son chemin vers le bonheur avait laissé une traînée de douleur dans son sillage. Notre conversation est devenue animée, avec des voix suffisamment élevées pour que d'autres clients nous lancent des regards d'avertissement. L'air était tendu alors que mon père et moi arrivions à un point fragile dans notre conversation. Ses commentaires précédents sur l'idée de tourner la page et de trouver un nouvel amour m'avaient poussé à bout. En voyant la surprise sur son visage quand j'ai défié ses points de vue sur le deuil et l'idée de tourner la page, il s'est arrêté, semblant vraiment déconcerté. « Oh, comment t'attends-tu à trouver quelqu'un d'autre pour t'aimer, toi et les enfants, si tu es encore accroché à Annie ?» a-t-il demandé, sa voix teintée d'inquiétude, mais aussi avec une touche de frustration. C'était une question qui, dans son esprit, pouvait avoir été sincère, mais pour moi, c'était comme une accusation. « Oh, Annie était l'amour de ma vie », ai-je répondu, ma voix ferme, chaque mot chargé d'une vérité inébranlable. Oh et oui, je suis encore accroché à elle parce que l'amour ne s'arrête pas juste parce que quelqu'un meurt. Tu ne peux pas simplement remplacer quelqu'un comme ça. Je pouvais le voir essayer de traiter mes mots, ses yeux cherchant les miens pour quelque chose, peut-être un signe du fils qu'il connaissait autrefois, qui n'avait pas été brisé par la perte. J'ai continué. Mes enfants, ils sont mon cœur, papa. Ce sont les autres amours de ma vie, mais c'est différent. Ils dépendent de moi non seulement pour les aimer, mais pour leur offrir sécurité, stabilité et un sentiment de normalité dans un monde qui a été bouleversé. Les bruits du café ont disparu en arrière-plan alors que je me penchais légèrement, ayant besoin qu'ils m'écoutent vraiment. C'est mon travail, mon devoir, de leur donner la meilleure vie possible. Cela ne signifie pas se précipiter pour combler un vide avec une nouvelle personne, cela signifie être là pour eux pleinement, sans distraction ni remplacement pour leur mère. Il était abasourdi, peut-être par l'intensité de ma conviction, ou peut-être par la réalisation que nos opinions sur la façon de gérer la perte et l'amour étaient à des années-lumière. « Mais toi aussi tu as besoin de quelqu'un », a-t-il murmuré finalement, presque pour lui-même, une note de tristesse entrant dans sa voix. « J'avais besoin de mon père quand j'ai perdu ma mère », ai-je rétorqué, les mots sortant avec un mélange de douleur et de défi. Mais à la place, j'ai eu un homme qui s'est précipité pour avancer, qui s'est précipité pour la remplacer. Je ne ferai pas ça à mes enfants. Je ne leur ferai pas sentir ce que j'ai ressenti, secondaire au bonheur de quelqu'un d'autre. Nous étions à la fin de nos cafés, les fonds froids et amers, tout comme l'ambiance qui s'était installée sur notre table. Alors que mon père me regardait, prêt à offrir une autre partie de son avis sur la façon dont je devrais vivre ma vie, je l'ai interrompu. La frustration et la douleur de années de sentiments réprimés débordaient. « Je dois être clair sur ce point », ai-je commencé, ma voix ferme mais pleine de résolution. Je ne dirai jamais, jamais à mes enfants de simplement surmonter la mort de leur mère. Je ne vais pas les asseoir et leur dire que leur mère est morte et qu'ils doivent accepter une nouvelle mère.
Le café, généralement un fond de tasse qui teinte et de conversations indistinctes, semblait silencieux autour de nous. Mon père me regardait, son expression se durcissant alors qu'il se préparait à défendre ses propres actions à nouveau. Mais je n'avais pas terminé. Et une autre chose, ai-je continué, que je ne les réprimanderai pas pour manquer leur mère, pour pleurer pour elle la nuit. C'est normal, ce sont des enfants et ils ont perdu leur mère. Comment pourrais-je prendre cette douleur et en faire quelque chose qui concerne le malaise de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un père qui comprenne leur douleur, pas d'un qui la réduise au silence. Mon père s'est déplacé inconfortablement, ses yeux tombant brièvement sur la table avant de rencontrer les miens à nouveau. « Tu penses que je ne sais pas ça » a-t-il murmuré, sa voix un mélange de défensive et de fatigue. « Je pense que tu l'as oublié quand c'était important » ai-je répondu, incapable de garder le tranchant hors de ma voix. « Que tu t'es remarié si rapidement et c'était comme si tu essayais d'effacer maman de nos vies. Tu t'attendais à ce que je l'accepte simplement, à ce que je sois d'accord avec tous les changements parce que toi tu l'étais. » Je me suis penché en avant, m'assurant que mon point de vue était clair. Je ne cherche pas à leur trouver une nouvelle mère. Ce que je m'efforce de faire, c'est d'être le meilleur père possible, étant donné les cartes terribles qui nous ont été distribuées. Je veux leur donner de la stabilité, de l'amour et de la compréhension, pas me précipiter pour combler un vide avec la première personne qui se présente. J'ai fait une pause, mon cœur battant avec l'intensité de la confession. Oh et jamais, jamais je ne leur ferai sentir qu'ils sont secondaires à quelqu'un d'autre dans ma vie, comme tu l'as fait avec moi. Tu as clairement montré que tu aimais ta nouvelle femme plus, et j'ai senti que je t'avais aussi perdu, pas seulement maman. Finalement, il a dit quelque chose à propos de regret, comment il regrettait que je ne puisse pas voir son point de vue, que peut-être un jour je comprendrais. Mais en m'éloignant de ce café, je savais que comprendre ne signifiait pas seulement voir son point de vue, mais reconnaître les profondes divisions dans la façon dont nous traitons la perte. Je n'étais pas prêt à pardonner ses actions passées juste parce qu'il avait trouvé le bonheur. Mon chemin était différent et j'avais besoin qu'il respecte cela, sans jugement ni pression. En conduisant vers la maison, le poids de notre relation fracturée était plus lourd que jamais. Je me suis rendu compte que certains fossés pourraient être trop larges pour être comblés, du moins pour l'instant. La dernière fois que j'ai vu mon père dans ce café, c'était comme si une ligne définitive avait été tracée. Dans les semaines qui ont suivi, il a essayé de me contacter quelques fois de plus, envoyant des messages textes et laissant quelques messages vocaux. Sa voix avait toujours ce mélange familier d'inquiétude et d'inconfort, comme s'il ne savait pas exactement quoi dire ou comment le dire sans raviver les flammes de notre dernière dispute. Chaque tentative de combler le fossé semblait me rappeler la large fissure qui s'était formée entre nous au fil des ans. Je n'étais pas prêt à la traverser encore, alors j'ai répondu de manière succincte, mes réponses brèves et non engageantes, jusqu'à ce que finalement j'arrête complètement de répondre. Le silence qui s'est installé n'était pas paisible, mais il était nécessaire. La vie a continué comme d'habitude, pleine de routines quotidiennes et de petites crises de l'éducation de 2 enfants seuls. Je me suis consacré à être un père, aux matchs de football, aux projets scolaires, aux histoires avant de dormir. Chaque sourire et chaque larme de mes enfants me rappelaient ma promesse d'être la présence constante dont ils avaient besoin. Je pensais souvent à cette conversation avec mon père, repassant ces mots dans mon esprit, questionnant la dureté de mes réponses et la rigidité de ma position. Pourtant, chaque fois que je considérais le contacter à nouveau, je me souvenais de la sensation d'être un enfant qui se sentait en second, et je me retirais, convaincu que j'avais besoin de plus de temps. Les mois se sont transformés en un an. Les saisons ont changé et les enfants aussi. Ils ont grandi, leur visage perdant les derniers traits de l'enfance. Les tentatives de mon père pour se connecter sont devenues un souvenir, presque aussi distant que les temps plus heureux avant la mort de maman. Dans les moments tranquilles, tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse et que mon esprit refusait de se reposer, je réfléchissais au coût de ma fermeté. Cela valait-il la peine de m'accrocher à ma douleur, au prix du silence croissant entre nous? La pensée m'inquiétait suffisamment pour considérer que peut-être il était temps d'essayer une approche différente, non pour mon bien, mais pour le bien des enfants, qui méritent de connaître toutes les facettes de leur famille, même les plus compliquées. Le matin suivant, j'ai rédigé un message à mon père, simple, mais plus ouvert que tout ce que j'avais envoyé depuis longtemps. Parlons, disait-il, quand tu seras prêt. Je ne savais pas où une conversation pourrait nous mener, ni si cela guérirait des blessures anciennes, mais je savais que c'était un début, un petit pas vers la compréhension, ou au moins la coexistence dans ce nouveau chapitre de nos vies. En envoyant le message, le silence auquel je m'étais habitué semblait un peu moins accablant, teinté de la possibilité de quelque chose de nouveau.